have a dream. I have a dream. I have a dream today. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de l'audace et de l'espoir. C'est ici dans Big Dreams, votre podcast, que s'expriment les visions de demain. Le carrefour où se rencontrent tous les rêveurs d'Afrique et d'ailleurs, ceux qui bâtissent l'avenir avec des rêves ambitieux. Je suis Éric Caglan et je vous invite aujourd'hui à une réflexion profonde sur l'indépendance et la prospérité économique de notre continent, en compagnie de Nathalie Pascal Tolalé, auditeur de profession et libre penseur originaire du Cameroun qui est en ligne de Douala. Alors, mon rêve, c'est la prospérité économique de l'Afrique et son indépendance. Pour y parvenir, je pense qu'on devrait commencer par instiller dans les populations l'amour de soi, l'amour du continent, la préservation de l'intérêt général et de se dire que l'intérêt général est supérieur à mon intérêt personnel. Avec Nathalie Pascal Tolalé, nous plongerons au cœur des défis auxquels notre Afrique est confrontée, notamment ceux qui sapent l'éthique et l'intégrité de nos nations et compromettent l'indépendance et la prospérité du continent. Nous nous retrouvons dans la plupart de nos pays africains dans cette situation parce qu'il existe un régime dit de l'impunité. C'est une lapalissade, ce n'est marqué nulle part, mais on le vit au quotidien. Vous avez des exactions qui sont faites par des hauts commis de l'État et qui restent impunis. Je détourne, je fais les choux gras de la presse, mais je ne suis pas inquiétée pour autant. Quel est le sentiment que ça donne à monsieur lambda, au citoyen, à l'homme de la rue? C'est que moi aussi, je peux faire des exactions et ne pas tomber sous le coup de la justice. Quelle image renvoyons-nous aux plus jeunes et comment transformer cette image pour bâtir l'Afrique prospère dont nous rêvons tous? Notre invitée Nathalie Pascal Tolalé y répondra. Elle fait partie de ceux qui, comme nous, sont convaincus qu'une Afrique sans rêve est une Afrique sans avenir. C'est dans les rêves d'aujourd'hui que germent les réalités de demain. Voici Big Dreams. I have a dream. I have a dream today. De votre expérience d'auditeur et d'Africaine vivant sur le continent, Nathalie Pascal Tolalé, vous constatez comme beaucoup d'observateurs un accaparement par des forces étrangères des ressources naturelles du continent, et ce depuis plusieurs générations, une pratique qui ne semble pas s'estomper en dépit des levées de boucliers des Africains. Est-ce que vous comprenez les raisons qui continuent d'empêcher les Africains de prendre le contrôle de leurs matières premières? Alors, je pense à deux raisons particulières qui sont d'un côté l'ignorance, mais je pense que cette raison était encore valable jusqu'à un passé assez récent, juste avant peut-être l'invasion des réseaux sociaux. C'est une excuse qu'on pouvait encore se donner. Mais plus concrètement, maintenant, je pense plutôt à des égoïsmes. Alors, ignorance, pourquoi? Pour justifier le passé un peu, pour dire que nos parents n'avaient pas conscience déjà de l'importance de ces matières premières sur le marché international, sur la consommation mondiale. Nos parents, comme ils ne connaissaient pas ces marchés-là, comme ils ne connaissaient pas les mécanismes de ces marchés-là, comme ils ne connaissaient même déjà pas la valeur de nos ressources, se sont fait truander et ça a été ainsi pendant longtemps. Alors actuellement, comme je disais, avec les réseaux sociaux, avec les voyages, avec l'ouverture au monde, nous avons pu constater par nous-mêmes que nous étions très riches. Nous sommes réputés être le continent le plus riche au monde, mais dans notre quotidien, ça ne se perçoit pas encore. Ça ne se perçoit pas encore, comme je disais, à cause des égoïsmes de certains, qui font que, jusqu'à présent, nous avons des Occidentaux, pour ne pas les nommer, qui se sont appropriés nos richesses, qui les revendent sur le marché international. Vous avez des gens qui ne sont pas producteurs de cacao, qui sont les premiers sur les marchés internationaux à proposer le cacao, qui sont les décideurs du prix du cacao, pour ne parler que de cette matière première-là. Donc, c'est un peu révoltant de se rendre compte que finalement, nous qui avons eu la grâce d'avoir ces ressources, que nous ne puissions pas en profiter, autant que tous ces entremetteurs qu'on a dans la filière, qui partent du producteur ou des mines jusqu'au client final sur les plateformes mercantiles à l'international. Alors, expliquez-nous, comment ces basses besognes que vous mentionnez contribuent-elles au statu quo de dépendance économique en Afrique? L'égoïsme, pour ce qui le concerne, c'est de faire des facilitations afin de pouvoir être soi-même encore plus riche, au C'est-à-dire? détriment, au détriment de ses compatriotes, c'est-à-dire nos frères qui briguent les marchés aux étrangers, aux Occidentaux, se font la part belle.
Je ne parlerai même pas de pourcentage parce que souvent ça ne va pas jusque-là, mais ils reçoivent des dons en numéraire et en nature en contrepartie de contrats juteux pour les Occidentaux. Et donc, du coup, pendant que eux, ils s'enrichissent en tant qu'entité unique, en tant que personne physique, de l'autre côté, on a des masses, des populations auxquelles, si ces contrats étaient passés de façon transparente, qui pourraient en bénéficier aussi. Au final, c'est tout le pays qui profiterait de ces matières premières, qui profiterait de l'argent que générerait cette vente sur les marchés internationaux. Quand nous allons sur les marchés internationaux, qui est-ce que nous rencontrons? Ce ne sont pas les Africains que nous rencontrons. Pourquoi est-ce que sur les marchés internationaux, sur les marchés sur lesquels nos matières premières ont beaucoup de valeur, on ne retrouve pas d'Africains? Ça tombe juste sur le sens. Alors que l'Afrique s'éveille à la conscience de ses richesses et au poids de son héritage culturel et naturel, Nathalie Pascal-Tolalé soulève l'importance cruciale de l'éducation. En repensant nos systèmes éducatifs, nous pouvons forger une nouvelle génération armée de connaissances et de respect pour nos ressources et notre histoire, une génération prête à défendre l'indépendance et à propulser le continent vers la prospérité. Comment une refonte des systèmes éducatifs africains pourrait-elle influencer, selon vous, l'indépendance de la prochaine génération, Nathalie Pascal? Le fondamental, c'est l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que les enfants, ils passent plus de temps à l'école qu'ailleurs. C'est vraiment le moment de leur inculquer des valeurs, de leur faire comprendre où ils sont, sur quel continent ils sont, un continent qui est prospère, un continent pour lequel ils doivent se battre. C'est le lieu pour leur faire savoir que l'Afrique n'a pas toujours été ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on va à volo, de revenir sur ces penseurs, sur ces personnes qui se sont battues pour l'indépendance de notre continent, une indépendance qui malheureusement n'est pas achevée à l'heure qu'il est. C'est vraiment de leur faire savoir qu'il existe des personnes comme ça qui représenteraient pour eux des idéaux, en ce sens que ils se sont battus afin que nous soyons indépendants. Nous devons pouvoir faire, à défaut de faire autant que faire mieux qu'eux, nous inspirer de leurs histoires. Donc, c'est vraiment d'inculquer en nos petits cette envie de faire des choses pour le continent et d'avoir cet amour-là et surtout de leur inculquer le sens de l'éthique. Le sens de l'éthique qui veut que la chose publique soit la chose de tous et de chacun et qu'elle mérite d'être préservée. Nathalie Pascal, est-ce que cela se décrète? Est-ce que pour atteindre cet objectif-là, il n'y a pas bien plus à faire qu'à dire? Alors, il y a définitivement un grand travail à faire. Et je pense, comme je parlais de la refonte de nos systèmes scolaires, nous avons des systèmes scolaires dans lesquels on nous apprend qui était De Gaulle, on nous dit tout le bien qu'il a fait pour l'Afrique, mais quand vous plongez dans les annales de l'histoire, vous réalisez qu'en fait, c'était du bien pour qui? Pas pour les Africains. Les Africains, ils ont été massacrés pour pouvoir être exploités. Donc, quand aujourd'hui, dans nos villes, on a des rues, on a des monuments à la gloire de l'oppresseur, il y a de quoi se poser des questions. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que inculquons à nos enfants les valeurs et dans le même temps, ayant des systèmes qui ne soient plus autant apathiques que maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que nous nous retrouvons dans la plupart de nos pays africains dans cette situation parce qu'il existe un régime dit de l'impunité. C'est de la palissade, ce n'est marqué nulle part, mais on le vit au quotidien. Vous avez des exactions qui sont faites par des hauts commis de l'État et qui restent impunies. Je détourne, je fais les choux gras de la presse, mais je ne suis pas inquiétée pour autant. Il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est l'image que nous, on renvoie aux plus jeunes à ce moment-là? Quelles mesures fortes préconisez-vous justement pour conscientiser, entre guillemets, les Africains au respect de la chose publique? Alors, je pense qu'il faut commencer par les sanctions. Rendu où nous sommes, il ne s'agit plus que de sensibilisation, il s'agit de sanctions et de sensibilisation. Parce que je pense que si d'office les gens étaient sanctionnés, on ne serait pas retrouvé dans les situations que nous vivons actuellement. Donc, on sanctionne d'abord et ensuite on éduque. Les deux peuvent aller de pair, hein, mais comme je disais, c'est eu égard au phénomène que nous vivons actuellement dans nos pays africains qu'il faille vraiment agir et agir fort. Ce n'est pas que les textes n'existent pas, les textes, ils existent, mais on est vraiment dans
L'application des textes, c'est l'application qui ne suit pas et c'est ça qui est dommage et c'est ça qui crée des périls en la demeure. C'est ça qui nous enfonce au quotidien. Revenons d'un instant sur l'apprentissage et l'inspiration tirée des grands leaders africains que vous mentionnez. En quoi est-ce que cet apprentissage et cette inspiration-là sont-ils cruciaux pour la jeunesse africaine et en quoi est-ce urgent d'agir? Alors, nous avons besoin de modèles. Les modèles, ça nous fait rêver. Les modèles, ça nous donne des idéaux. Ça nous montre un peu la voie à suivre. Autant que nous y sommes adultes ou enfants, nous avons besoin de modèles. Les modèles nous permettent de garder, d'avoir des repères, de savoir ce qu'on veut pour soi, ce qu'on veut pour les autres et surtout ce qu'on ne veut pas pour soi. On a parlé tout à l'heure de l'invasion des réseaux sociaux, l'accès à Internet et tout ça. Nous avons des modèles qui ne nous honorent pas. Ils sont les gens, ils font le plus de bruit sur les réseaux sociaux et malheureusement, c'est ce à quoi tend la jeunesse parce que c'est ce à quoi elle est le plus exposée. Il faudrait qu'on ait un changement de paradigme. Et ça commence à l'école, ça commence à la maison, ça commence même dans la rue. Même dans la rue qui porte le nom de quelqu'un qui s'est battu pour pouvoir accéder aux indépendances, de quelqu'un qui s'est battu contre l'oppresseur dans un domaine particulier de notre vie publique. D'entendre ces noms au quotidien, ça réveille des consciences. En tout cas, ça, c'est mon avis et je suis pas la seule à le penser. Ça donne envie de faire plus, de faire mieux. Je pense que c'est une nécessité pour nos jeunes, pour leur dire le monde peut être différent. Nous pouvons y œuvrer si eux, en leur temps, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont pu accomplir de si grandes choses. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous n'avons pas de raison d'échouer, nous n'avons pas de raison de ne pas essayer, nous n'avons pas de raison de ne pas nous battre. Donc voilà ce que je pense que ça peut générer chez les jeunes et même chez nous, parce que comme je disais tantôt, nous aussi, nous avons besoin des modèles. C'est vraiment un message global qui devrait être véhiculé partout et par tous. Si on avait ce type de message, je pense que les jeunes seraient plus regardants et parce qu'ils seraient plus regardants, dans leur quotidien, ils impacteraient vachement la société et donc on aura une Afrique qui serait transformée par ces petites actions que chacun mènerait à son niveau, mais qui globalement auraient un fort impact. On deviendrait donc ainsi plus regardant à la chose publique en ce sens que on se dirait nous devons tous y contribuer, c'est un effort de tous et on serait plus attentif à ce que, comme c'est la chose de tous, on ne doit pas y toucher. Elle doit servir à l'intérêt général, à la prospérité de tous. Dans un élan de renaissance, les États du Sahel, eux, ont décidé de tourner la page. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont choisi d'écrire une nouvelle page de leur histoire en privilégiant l'action concertée de leurs trois États pour éclairer leur chemin vers l'autodétermination. Des États pour lesquels les frontières géographiques pourraient bientôt disparaître de la vie de nombre d'analystes pour ne faire place qu'à des tracés historiques imaginaires. Nathalie Pascal-Tolalé, comment évaluez-vous justement les mouvements de ces trois pays du Sahel vers plus d'indépendance et quelles leçons pour les autres régions africaines, notamment la CEMAC dont votre pays, le Cameroun, fait partie, ou encore la CEDEAO et les autres regroupements africains? Alors, ce mouvement du Sahel, c'est une entreprise que j'encourage vivement. Ce n'est pas le fait du hasard, ce n'est pas des gens qui se sont levés un matin et qui, de façon fantaisiste, ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que je vais appartenir à une organisation qui ne me protège pas quand je suis dans le besoin? Ça ne fait juste pas de sens. En l'état actuel des choses, nous avons des Occidentaux qui sont venus aider, entre guillemets, à mettre fin aux attaques terroristes dans cette zone de l'Afrique. Tout le temps qu'ils y ont été, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Ces États de la zone sahélienne se réunissent et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, ils réussissent à contrôler ces attaques au point où elles sont réduites à leur expression minimale à l'heure qu'il est. Est-ce qu'il faille encore se poser des questions? Pour en revenir à la monnaie des colonies françaises d'Afrique, imprimée dans un village perdu au fond de la France, ça doit nous amener à nous poser des questions. Nous sommes indépendants de façade peut-être. Donc, comme je disais tantôt, c'est une initiative que j'encourage. On doit pouvoir être autonome. Notre vie en dépend, notre avenir en dépend. Qu'est-ce que nous dirons aux générations futures? Qu'est-ce que nous leur laisserons en héritage si nous ne nous battons pas maintenant? Nous décrions, tous autant que nous y sommes, les mêmes faits, mais la réalité est la suivante. Nous décrions juste sur les réseaux sociaux et nous ne faisons rien. Eux,
Ils ont eu le courage d'agir. Et il faut agir maintenant. On n'est jamais assez préparé pour agir. C'est maintenant ou jamais. Alors, quand on prend une région comme la CEMAC, par exemple, où il est difficile d'aller d'un pays à un autre, où les États qui sont voisins ne peuvent pas autoriser leurs citoyens à circuler, en quoi est-ce que cela nous éloigne de cette indépendance que nous recherchons? Alors, c'est dommage qu'aujourd'hui nous en sommes à des frontières qui soient des barrières qui nous empêchent de circuler, qui nous empêchent de faire des échanges avec le pays voisin. La libre circulation des biens et des personnes, c'est un avantage pour nos pays, c'est un avantage pour nos continents. En ce sens que, avec la libre circulation des biens et des personnes, nous renforçons les échanges commerciaux entre nos différents pays. Ces différents échanges permettent quoi? Ça permet à la monnaie, à nos ressources, de rester entre nous et de nous profiter à nous. On évite ainsi les évasions fiscales. On sait ce que ça coûte à nos budgets africains tous les ans. Ça s'énonce en termes de milliards. Si j'ai besoin d'une ressource, si j'ai besoin d'un produit que je ne fabrique pas moi-même, je sais que dans un pays africain, je peux l'avoir et que je négocie avec ce pays-là plutôt que d'aller au-delà de nos frontières continentales pour le retrouver et ainsi enrichir d'autres personnes et contribuer au déficit de nos balances budgétaires. Comment évaluez-vous les chances de réalisation de cet idéal communautaire en Afrique? Alors qu'il est, c'est des chances qui ne sont pas grandes, on va se l'avouer. Elles ne sont pas grandes parce que nous sommes dans un système que nous ne maîtrisons pas et auquel on s'est habitué, avec lequel on évolue, ou on essaye d'évoluer jusqu'à présent. Donc, il faut vraiment un changement de paradigme, un changement de mentalité pour qu'on puisse envisager les choses autrement et donc, enfin les réaliser. Souvenons-nous toujours que nous sommes dans ces disparités parce que il a fallu diviser pour mieux régner. Remettons-nous ensemble, conjuguons ensemble pour pouvoir bâtir l'Afrique de demain. Pour terminer, Nathalie Pascal Tolalé, en tant que libre penseur, quelles sont les actions concrètes que vous recommandez aux citoyens ordinaires pour faire progresser l'agenda de l'indépendance africaine? Aux citoyens ordinaires, je dirais déjà de se sentir concernés par l'évolution du continent. Qu'on arrête de ne voir qu'à sa cour, de ne voir pas plus loin que le devant de sa porte. Il faut avoir des gestes qui seraient d'une portée générale. Ce que j'explique par des gestes qui seraient d'une portée générale, c'est que sans le savoir, nous influençons les gens qui sont autour de nous. Alors, si moi, dans mon quotidien, avec les gens avec qui je travaille, je suis un modèle d'intégrité, alors ces gens peuvent aspirer à être intègres parce qu'ils voient que moi, je le fais. Ça ne me porte pas préjudice et au contraire, ça profite aux autres. Donc, ce serait aussi de marteler ça afin que chacun sache que je suis tributaire de l'avenir du continent. En étant intègre, j'y contribue. En préservant la chose publique, j'y contribue. Et voilà. I have a dream. I have a dream today. L'indépendance et la prospérité de l'Afrique, un idéal qui résonne dans le cœur de chaque enfant du continent, une vision que Nathalie Pascal Tolalé nous encourage à réaliser par l'éducation, l'intégrité et l'action collective. Nathalie Pascal Tolalé, une voix de la conscience qui, nous l'espérons, a su nous faire voyager au cœur des aspirations de réelle indépendance africaine. Si son message a résonné en vous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et si vous portez vous aussi de grands rêves pour l'Afrique, rejoignez-nous en partageant vos idées et vos pensées en commentaire. Nous prendrons beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. I have a dream. I have a dream today. C'était Big Dreams. Au micro, Éric Caglan. Et nous serons de retour la semaine prochaine pour continuer à explorer l'immense potentiel de l'Afrique. D'ici là, je vous invite à rêver grand et n'oubliez jamais que rêver est le début de la construction. Alors, rêvons grand, rêvons sans limite et faisons rêver l'Afrique. À plus.